Le blocage a commencé à l'instant où des savants se sont mis à planifier la réqualification de la majorité parlementaire, alors qu'il fallait faire le choix entre la renégociation de l'accord FCC-CAH et la dissolution de l'Assemblée nationale en vue des élections législatives anticipées. Message de Maître Arlette Odia-Kachama, présidente de l'ASBL-CDUD, la féminité n'est ni un atout, ni un handicap. Femmes congolaises, appliquons la règle du jeu autant que les hommes, ayons des grandes ambitions, mettons-nous à leur hauteur, car le leadership féminin d'excellence en dépend. Vive le 8 mars. Dans le contexte politique qui est le nôtre, les bonnes intentions seules ne suffisent pas pour révéler les défis du développement, il faudra plus miser sur le réel accompagnement des acteurs politiques majeurs sans lequel le rêve d'un Congo prospère ne saurait rattraper la réalité. Propos de Maître Arlette Odia. Ose parler, et nous sommes intéressés à la question, nous l'avons invitée, elle est notre invitée, la voici, Maître Arlette Odia. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on fait comme ça. Ça c'est pour se protéger contre la Covid. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Voilà, vous m'avez l'air plutôt fragile, mais avocate convaincue. Installez-vous. Merci. Nous allons nous parler, nous allons échanger avec vous, parce que vous défrayez la chronique depuis aujourd'hui 48 heures, pour ne pas dire seulement 24 heures, parce que c'est hier seulement, ici à Kinshasa, que vous avez tenu un point de presse pour parler des choses qui vous dérangent. Vous avez quitté un parti politique au sein duquel vous étiez la présidente de la Ligue des femmes. Vous étiez à la défense de M. Djamal, qui est aujourd'hui en prison parce qu'effectivement, on lui a reproché un certain nombre de choses. Vous êtes plutôt une avocate qui n'a pas la langue dans sa poche. Alors, je vous ai invité, c'est parce que ça intéresse l'opinion. De savoir que cette union sacrée que tout le monde applaudit, presque, tout le monde veut y entrer, ou tout le monde y entre, vous dites, en tout cas, la tournure que ça prend, ce n'est pas du tout correct. Alors, je rappelle tout simplement que vous êtes avocate au barreau de Kisangani, de Kinshasa-Gombe. Vous êtes initiatrice de ce qu'on peut appeler aujourd'hui Collectif pour le développement et l'unité du Congo. Vous avez été, et vous avez démissionné d'ailleurs, présidente de la Ligue des femmes, des DIC, qui est le parti cher à Vijay Chimanga. Est-ce que vous pouvez juste un peu nous parler de vous, hein, en quelques lignes, parce que où est-ce que vous avez fait vos études, quand est-ce que vous avez commencé à travailler, comment on vous découvre à peine, grande avocate qui est courageuse comme Jeanne d'Arc. Je commence par vous remercier de votre invitation et à travers ce remerciement, remercier aussi nombre de vos téléspectateurs et même de l'opinion qui trouvent de l'intérêt en ce que nous faisons. Alors, pour rapidement répondre à votre question, j'ai étudié ici à Kinshasa, un peu partout au pays, parce que, étant fille de magistrat, et à l'époque, c'était pratiquement à chaque année qu'il y avait des mutations, c'est-à-dire que je suis née à Lubumbashi, j'ai commencé mes études là-bas, je les ai poursuivies à Kananga, à Chikapa, à Luebo, jusqu'à finir l'école primaire ici, sur place à Kin. J'ai fait mes études humanitaires, des humanités en latin philo au lycée Kabambar. Et de là, ici à Kinshasa, au lycée Kabambar. Et de là, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Ensuite, je les ai poursuivis à l'université de Kinshasa. En 2012, je décroche mon diplôme de licence en droit privé judiciaire. Et rapidement, je pars à Kisangani. C'est là que j'ai présenté mon concours, au barreau. Avec succès, j'ai prêté serment en 2014, exactement le 25 février. Je venais de totaliser mes 7 ans en tant qu'avocat. J'ai prêté serment en 2017. J'obtiens mon inscription complémentaire au barreau de Kinshasa-Gombe. Alors, à ce jour, je suis patron de mon cabinet d'avocat et c'est tout ce que je peux dire sur moi.
Ce qui veut dire que vous avez parcouru, comme qui dirait, la formation des études primaires, secondaires, universitaires, normalement. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est que on a appris depuis 24 heures qu'il y a une avocate qui a tiré une sonnette d'alarme pour dire ce qui se passe dans notre pays n'est pas du tout correct. Les espoirs suscités, ce n'est pas cela. Je vous invite d'abord à suivre l'élément qui a été diffusé hier, parce que tous les médias ont couvert votre conférence de presse. Ça part des médias nationaux ici au Congo, mais également les médias internationaux. Vous êtes un peu la star hein, depuis 24 heures. De cela, voilà ce qui a été consacré ici à Télé 50 comme élément du journal. Contrairement à ce que l'on pourrait faire croire abusivement à l'opinion, l'union sacrée prônée par le président de la République et qui a enregistré beaucoup d'adhésions ne fait pas l'unanimité. À part les secousses enregistrées depuis les tractations pour la redistribution des cartes, il y a également des défections, à l'image de la sortie médiatique de Arlette Dia ce lundi. Autrefois présidente de la Ligue des femmes du parti DCU, Cheravidi et Chimanga, elle est désormais à la tête du collectif pour le développement et l'unité du Congo. La nouvelle vision du président de la République, Félix Tshisekedi, ne répond pas à cette nécessité sociale. L'opinion publique ne sait accorder ni chance, ni crédit à telle vision informelle qui, d'une part, ne permet pas aux adhérents et non-adhérents de préalablement la scruter, l'analyser ou même la critiquer. Et d'autre part, elle se construit sur fond de l'apologie de la transhumance, de la garantie de l'impunité, du culte du chef et de la pensée unique. Ayant goûté aux prémices de l'union sacrée, Arlette Dia s'est dit dégoûtée par l'instauration d'un culte de personnalité dans un vaste bal d'hypocrites. Parce que notre pays, doit-on dire qu'il est démocratique ou il se veut démocratique? Mais dans l'un ou dans l'autre cas, nous avons la responsabilité de faire respecter les règles du jeu démocratique. Et c'est ça notre particularité. Les moyens, est-ce que nous en avons? Je crois que vous avez aussi appris qu'un député national avait dit qu'en ce moment, la République n'aurait pas besoin de l'opposition politique. N'est-ce pas là abandonner le peuple? Arlette Dia est catégorique. Il n'est pas possible, du moins à ce stade, que l'union sacrée réponde aux attentes de la population. Mais en plus, comment pourrait-on justifier un système politique sans opposition? Maître Odia, quelle mouche vous a piqué pour aller à l'encontre de l'engouement général? Bon, je pense qu'il les fallait, et nous l'avons dit dans notre point de presse, nous nous sommes donnés pour modèle Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ces grands hommes que nous avons qualifié de défenseur. Il est une figure emblématique de défenseur de valeurs républicaines. Pour lui, dans un État qui se veut démocratique, les règles du jeu se mettent en place et ils sont définis par les joueurs eux-mêmes. Ça veut dire, d'une part, l'opposition, d'une autre part, la majorité, celle qui est à l'exécutif. Mais à partir du moment où ces règles du jeu ont déjà été établies, soit on les respecte, soit on milite pour les changer. On ne peut pas nous comporter comme dans une jungle alors qu'il y a des lois, alors qu'il y a des principes auxquels nous avons souscrit, sur lesquels nous avons forcément travaillé, mais on se retranche à ne pas les exécuter. Mais qu'est-ce qui vous dérange, Maître Odia? Qu'est-ce qui vous dérange? Nous sommes très dérangés parce que ça aura de l'incidence sur le social du Congolais. Comment? Étienne Tshisekedi expliquait cela, à dire que la souffrance ou la misère aujourd'hui de notre peuple, elle est liée par le fait de l'instabilité politique. Elle est liée par le fait que les politiques ne se voient pas comme adversaires, mais plutôt comme ennemis. Et dans ces circonstances, rien de bon ne peut provenir. L'article 10 de la loi portant statut de l'opposition politique met et l'opposition et la majorité face au devoir de travailler pour l'intérêt de la nation. Et précise que pour des questions cruciales de la nation, ces deux groupes
doivent se rencontrer. C'est le mot utilisé par la loi. Se rencontrer. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons que chaque camp, d'ailleurs qu'il n'est même pas encore défini, et je pense que il en va de la responsabilité du président de la République comme garant de bon fonctionnement aux institutions, de veiller à ce qu'il y ait une opposition bien constituée. Et c'est là que nous décrions par exemple la transhumance politique. La facilité de mettre sur la table des offres alléchantes qui, avec la misère, parce qu'il ne faut pas penser que ceux qui vivent la misère, ce n'est que le peuple. Non, maître, parce qu'on est très suivi à travers le monde. Cette émission est attendue et les gens vous suivent scrupuleusement. Commençons par les commencements. Okay. Le président de la République a proposé l'union sacrée. Il a consulté l'ensemble de la population, les notabilités, etc. Et à l'issue de ces consultations, il a dit « Je veux que tout le monde me rejoigne pour exécuter cette vision pour le bien de l'ensemble de la population. » C'est ce que vous appelez transhumance. Oui. Quand ces gens ont répondu à cet appel. En quoi ça vous dérange? Ça nous dérange parce que ça va tendre à instabiliser le climat politique dans notre pays. Et comme je venais de le dire, à partir du moment où le climat est tendu, les solutions, oui, à partir du moment où le climat est tendu, les solutions aux problèmes fondamentaux de notre peuple ne pourraient aucunement être trouvées. Mais en quoi le climat est tendu? Parce que les gens vont vers l'union sacrée en masse. Il y a une adhésion populaire. Le climat est tendu parce que chaque formation politique se retrouve dépossédée de ses lieutenants. On voit le FCC qui au départ était constitué, clairement constitué, ils se sont battus pour avoir cette ossature. Ils sont battus aux élections. Il y a eu des moyens qui ont été mis à la disposition de ceux qui partaient et ils ont formé leur famille politique. La MOUCA, avec ses différentes ailes aujourd'hui, ce sont les concepts que donnent les journalistes. Mais lorsqu'on prend la MOUCA dans sa configuration première ou deuxième, après le départ de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, alors candidats, ils ont pris les responsabilités de s'affirmer en tant qu'opposition politique en République démocratique. C'est qu'avait dit Moïse Katumbi d'ailleurs. Mais pourquoi je parle de l'instabilité politique? C'est lorsque on s'en va bousculer toutes ces formations sans pour reconstituer la nouvelle majorité. Pour reconstituer la nouvelle majorité, sans vouloir se conformer aux règles du jeu établies par les lois qui sont les nôtres. C'est quoi les règles? Les règles du jeu, qu'est-ce qu'on devrait faire normalement pour reconfigurer la nouvelle majorité? Mais les règles du jeu, elles sont définies par la Constitution de la République à l'article 78, ainsi que par les articles 2, 3 et 4 de la loi portant statut de l'opposition politique. C'est là qu'on définit la majorité parlementaire. Elle a été définie par d'abord, on peut prendre la loi électorale qui définit la majorité parlementaire comme un parti politique ou un regroupement politique qui a atteint plus de 250 députés à l'Assemblée. Mais la loi portant statut de l'opposition définit la majorité parlementaire par la déclaration de chaque parti politique. Au niveau de l'Assemblée nationale. Dans les assemblées délibérantes. Donc ça vaut et pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale et pour les assemblées provinciales. Au début de la mandature, les partis et regroupements politiques qui forment cette assemblée font leur déclaration. Et c'est ce que nous avons vécu. Mais cet argument-là, maître, ça a été évoqué par les gens du FCC. Félix Tshisekedi a dit non, cette majorité s'est effritée, elle n'existe pas d'ailleurs. La preuve, vous allez voir qu'après consultation, il ne va en rester pas grand-chose. Et après consultation, on a vu que sous l'attente au niveau de l'Union africaine, les gens sont accourus là-bas, on a vu. Et quand il y a eu maintenant vote au niveau de l'Assemblée, ceux qui étaient FCC, ils ont voté contre Mabunda, ils ont voté contre Ilunkamba et contre Tambwe Mwamba. Aujourd'hui même, mardi, il va être mis en place un nouveau bureau au niveau du Sénat. Ça veut dire que vos principes, là, ça n'existe pas. Ce sont là des faits politiques. Des faits politiques qui sont passagers. Mais nous devons rester sur les fondamentaux.
je reviens à dire que le climat, il est tendu parce qu'après la constitution de tous ces regroupements politiques et partis politiques, on vit maintenant autre chose. On vit qu'un individu peut faire une appartenance à la majorité, à l'union sacrée, parce qu'on va revenir avec la définition légale ou réglementaire de la majorité, qui est différente d'abord de ce que ressemble aujourd'hui l'union sacrée. C'est ça le problème. Lorsqu'on dit à un député que vous pouvez à la fois appartenir à un parti politique que l'on qualifie de l'opposition, mais aussi faire une appartenance à l'union sacrée, il se pose un sérieux problème de violation de loi. Je vous ai dit ici que la déclaration, elle est faite soit par un parti politique, soit par un regroupement politique. C'est ça le fondamental, c'est ça la base. Des juristes constitutionnalistes comme Mbata, qui sera notre invité, on va l'inviter très officiellement, disent non, il n'y a rien d'illégal parce que le mandat n'est pas impératif au niveau de l'Assemblée. Ensuite, ces députés, ils sont libres de voter. Ces députés peuvent... je pense que les gens sont libres. Les plateformes ne sont pas reconnues au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a moult explications. Les gens sont libres de dire ce que pensent, ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas libres d'obliger aux autres de penser comme eux pensent. C'est ça le problème. Moi, je ne pars pas sur... c'est sur la base de la loi que je pars. Il faudrait que l'on contredise ceux-là qui disent que l'appartenance à la majorité parlementaire ou à l'opposition, elle est faite par un parti ou par un regroupement. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ça n'a aucun fondement. Dans la loi, mais dans les ça porte règlements... atteinte à la République. Oui, je suis en train d'évoluer. Le problème se situe à quel niveau? Déjà que les députés y seront en difficulté, est-ce que dans leur parti politique, on doit continuer à les accepter dans les réunions, dans les travaux? Quelle sera l'attitude de ceux qui sont de l'union sacrée face à ceux-là? Est-ce qu'on ne va pas les considérer comme des traîtres? Finalement, le climat y sera de plus en plus tendu et on sera en difficulté. J'évolue avec le concept majorité. Vous avez parlé de la majorité qui était effritée. Oui. Mais est-ce qu'on peut encore parler de la majorité parlementaire à partir du moment où il y a eu désignation d'un informateur? Ce n'est plus possible. Comment c'est plus possible? Mais la Constitution dit que soit on est dans le contexte de la majorité parlementaire, ça veut dire que le parti ou le regroupement politique a plus de 250 députés. Quand on n'est pas dans ces contextes, on nomme un informateur. À partir de ce moment, on n'est plus dans on ne peut plus parler de majorité parlementaire. On parle désormais de la coalition. Et quand on a vu certains députés, candidats députés au bureau de l'Assemblée, à qui on a opposé le fait de ne pas appartenir à la majorité parlementaire, et leur candidature a été invalidée, oui. Je reviens à dire qu'à partir du moment où il y a eu un informateur, il y a eu un informateur, oui ou non? Oui, absolument, Modeste Bahati. Mais à partir de ce moment-là, on ne parle plus de la majorité parlementaire effritée ou compacte. Non, ça n'existe plus. On est dans un autre contexte, c'est celui de la coalition. Peut-être à parler de la majorité présidentielle qui serait faite du président et de la coalition identifiée. Les deux mises ensemble feraient la majorité présidentielle. Mais nous avons vécu le fait qu'on a opposé aux gens de ne pas appartenir à une majorité parlementaire, alors que le fait qu'ils parlent d'eux-mêmes disent qu'à partir du moment où M. Modeste Bahati Lukwebo a été désigné informateur, on ne pouvait plus parler de majorité parlementaire. Et c'est ce qui nous dérange. Ça nous dérange parce que notre modèle, Feu Étienne Tshisekedi du Amulumba, nous demandait de toujours veiller au respect des textes. Et dès l'instant où ils ne sont pas respectés, on peut avoir l'impression que les choses vont marcher, mais ils finiront par ne pas marcher. On sera en difficulté. On ne saura pas contraindre l'autre à poser tel ou tel autre acte parce qu'il n'y aura pas de loi pour le faire. Quand nous-mêmes, on ne sait pas donner à la gymnastique
de respecter les lois, de respecter les principes. Sommes-nous en droit d'exiger aux autres de les respecter? Non, ce n'est pas possible. Mais vous êtes une personnalité de loi, pour ne pas dire praticienne du droit. Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes, beaucoup de spécialistes du droit autour du président de la République ou dans cette majorité dite union sacrée. Quand on voit ce que font les institutions, on va dire la magistrature, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, qui donne quitus à telle ou telle situation, est-ce que ce n'est pas de votre faute, vous, professionnels des droits, de conduire le pays dans ce que vous déplorez aujourd'hui, alors que vous étiez censé protéger et les textes et cette constitution? Ce n'est pas de votre faute. Bon, on a une responsabilité, oui, en tant que praticien de droit. Et je pense que je suis en train de m'acquitter de ma responsabilité, celle de pouvoir essayer Vous prenez le peuple à témoin. Essayer d'éclairer par des débats publics la conscience collective. Nous rappeler aux fondamentaux de la République. On aura, j'espère, la chance de revenir sur les acquis de la démocratie. Je vous en prie, on va y revenir. On va y revenir, oui. Il y a des gens qui ont travaillé pour donner à la République tous les textes des lois. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi que les 2 dernières années, toutes les lois qu'ont pu produire les assemblées, ce sont des lois budgétaires. Mais les vraies lois, des lois qui réglementent la vie nationale, on n'en a pas eu. Et tout ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est ce qui a été présenté par les assemblées d'avant. Alors, pensez-vous que ce soit normal que tout ce travail fait autrefois soit battu en brèche pour que l'on vive dans un vide? Dans un vide, dites-vous? Nous sommes en train pratiquement de vivre dans un vide, où les gens ne veulent pas qu'on leur oppose les principes. Vous aviez suivi comme moi l'une des déclarations du président du parti présidentiel, oui, l'honorable Jean-Marc Kabound, à Kikwit, de dire qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça le vide. C'est ça le vide. Il n'y a ni coalition, ni cohabitation. C'est ce qu'il disait. C'est le vide maintenant. C'est le vide. Parce que si ce n'est pas l'un et l'autre, on sera sur quel schéma? On sera en train d'observer quel texte. Monsieur le Président de la République a dit j'appelle des Congolais individuellement à adhérer à ma vision. Ça sous-entend que Kabound avait raison de dire qu'il n'y a ni coalition, ni cohabitation. Mais comment ça va se passer au niveau des assemblées lorsque chaque Congolais adhère individuellement à cette vision? Adhérer individuellement à la vision est une chose. Oui. Et même moi, en tant qu'individu, j'ai adhéré à cette vision. Oui. Cette vision de vouloir voir les choses changer. Et je pense même que c'est cette adhésion à la vision qui me pousse aujourd'hui, avec tous ceux qui sont derrière moi, les cadres et militants de notre collectif, à hausser le ton. C'est parce que nous avons effectivement adhéré à cette vision de l'union sacrée, de voir les choses se présenter autrement. Mais lorsque ça prend la forme d'une coalition, ça prend la forme d'une majorité parlementaire, c'est comme ça qu'on appelle, ça prend la forme d'une majorité parlementaire, ça doit maintenant obéir aux prescrits en ce qui concerne la majorité parlementaire. J'ai suivi personnellement le candidat président de l'Assemblée nationale, Jean Kimbunda, dire haut et fort que lui aussi adhérait à l'union sacrée, qu'il adhérait à la vision du président de la République, de faire les choses autrement. Mais il a été débouté. Mais il a été débouté, pourquoi? Parce qu'il n'a pas signé individuellement un document. Et il n'a pas fait une déclaration comme font les autres. Il n'a pas fait une déclaration. Il n'a pas été sous la tente. Comme font les autres. Il n'a pas été sous la tente. Il n'a pas été signé de ces documents-là intitulés, je pense, adhésion à l'union sacrée. Mais qui a décidé de cela? C'est ça le problème. Qui a décidé de cela? Mais on adhère à quoi en fait? On adhère à quoi? Il y a une charte, il y a un programme, il y a quoi? Dans nos observations, nous l'avons dit, que c'est une vision informelle. J'ai vu les gens dire qu'on serait en train de juger l'union sacrée avant même sa naissance et qu'on devrait absolument attendre. Oui, mais vous êtes un peu pressé. Non, on du dit tout. Vous êtes pressé. Non, vous êtes impatiente. Non, du tout.
Quand est-ce que nous avons appris que la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, était celle de vaincre la pauvreté? C'était bien avant les élections. Absolument. C'était bien avant les élections. Il était clair dans ce qu'il disait, qu'il venait compétir au fauteuil présidentiel parce qu'il avait une vision claire. Et sa vision, elle était celle de vaincre la pauvreté. J'ai personnellement voté pour le président Félix Tshisekedi. Parce que j'y avais cru. Mais qu'est-ce qui vous fait changer aujourd'hui? J'y avais cru. Oui. Et je continue à croire que c'est possible. Je continue à croire. Vaincre la pauvreté par deux mécanismes qu'il avait optés. Le premier, combattre la corruption, parce qu'il a estimé mais il entendait le faire. Oui, non, attendez, on va arriver à ce point. Oui, allez-y. Je commence par rappeler sa vision d'avant les élections. Et je pense aussi que maintenant qu'il définit une autre vision, celle de l'union sacrée. C'est une autre vision. C'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Oui. Maintenant qu'il l'a défini, le peuple a aussi le même droit de connaître la vision avant qu'elle ne soit formalisée au sein des institutions et que ceux-ci sachent comment la conduire. Vaincre la pauvreté devrait partir par deux canaux. Le premier, combattre la corruption, et le second, travailler sur la revanche du sol sous les sous-sols. C'était bien clair. Et bon, maintenant, de deux principes que vous avez évoqués, lequel a été fait en 2 ans? Mais ça, c'est à vous, peut-être des journalistes, de le dire. Mais moi, en tant que CEDUC, si nous sommes venus à sortir, à lancer officiellement notre mouvement, oui, c'est parce que, bon, je ne suis pas la seule à le dire. Le président de la République lui-même l'a dit. Qu'il a échoué. Lui-même l'a dit. Oui. Pas seulement qu'il a échoué, oui, mais j'ai lu dans son discours où il considère le peuple congolais de victime du déficit des institutions. Ça, c'est lui qui l'a dit. Le peuple a pendant des ans été victime du déficit de l'État, du déficit de la gestion et de la bonne gouvernance. Nous sommes ici pour parler de jours à venir. La politique, elle est dynamique. Et dans son dynamisme, nous devons toujours évoluer. La politique, elle est évolutive. Nous avons quitté l'étape de la rupture, de l'alliance, de la coalition. Maintenant, nous voulons entamer une autre étape, celle de remettre la République ou ses institutions sur les rails, afin de nous amener au résultat. Maître Odé, j'ai suivi dans votre élément, vous avez dit des mots assez forts. Vous dites, il y a une pensée unique, on ne peut pas opposer la critique. La République n'est plus la République démocratique. C'est quoi alors? La pensée unique, c'est justifié par le fait que l'Union sacrée, jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà commencé à recruter. À recruter. À recruter. Mais vous êtes contre le recrutement de l'Union sacrée? Non, mais parce que ça ne respecte pas les fondamentaux. Mais c'est quoi les fondamentaux? Les gens adhèrent. Vous dites qu'on leur fait des promesses. À titre individuel, on n'a rien à reprocher à quelqu'un qui adhère à une vision du président de la République. Oui. La Constitution, elle est claire par rapport au fait que l'État, le peuple exerce son pouvoir soit directement par la voie des urnes et par la voie des élections et des référendums, de manière indirecte par la voie de ses représentants. Les représentants, ils sont là. On est passé aux élections en 2018. On a voté pour le président Félix Tshisekedi. On a voté pour nos députés. Les sénateurs sont là, les députés tant provinciaux que nationaux. Ils sont là. Mais maintenant, on doit amener notre pays là où en faire l'Allemagne d'Afrique. Oui, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'a dit le président de la République. Un pays économiquement fort. Et nous sommes tous en train de travailler sur cela. Et nous estimons humblement que pour arriver aux objectifs, nous devons passer par le respect des textes. Bon, je pose cette question directement pour que vous puissiez nous répondre, parce que votre langage rejoint à peu près ce qu'a dit la ministre belge et ce qu'il vient de dire la SENCO, l'Église catholique. Pas plus qu'hier, ils ont tenu également un point de presse pour dire nous voulons le respect des textes, nous voulons le respect de la Constitution et surtout qu'il n'y ait pas de glissement en 2023. Vous pensez la même chose? Je pense exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais permettez-moi de revenir sur un rappel historique. Oui. Joseph Kasavubu et tous ses coéquipiers de l'époque
ont travaillé pour une vision claire, celle d'amener notre pays à l'indépendance. Ils y sont mis et ils ont effectivement amené le pays à l'indépendance. À partir, quand Désiré Mobutu arrivé au pouvoir, c'était pour renforcer le pouvoir du chef de l'État. On doit quand même le dire. À l'époque, on revenait d'une situation où, avec l'indépendance, ça pourrait donner comme incidence peut-être de l'anarchie, mais il fallait que le citoyen congolais... De 60 à 64, oui, 65, c'était l'anarchie. C'était vraiment l'anarchie où un Premier autant ministre... de rébellions, le Premier ministre ne respectait pas le président et vice-versa. Oui, Mobutu s'est amené au pouvoir avec une vision claire, celle de travailler, en 65, celle de travailler d'abord pour celle de lutter contre l'anarchie, de travailler pour avoir un pays dans lequel les institutions, le peuple respectent l'autorité, le respect de l'autorité. Mais après est venu Laurent Désiré Kabila avec une vision claire, celle d'abord de mettre de la nourriture sur les plats du Congolais. Il a travaillé dans le service national. Mais quel a été le rôle de Joseph Kabila à son avènement? C'est celui de donner à la République des institutions. C'est sous son règne. C'est sous le règne de Joseph Kabila. C'est sous le règne de Joseph Kabila qu'on a eu des institutions qui fonctionnent normalement. Nous sommes partis de 11 provinces à 26. Elles sont en train de fonctionner pendant que d'ailleurs beaucoup n'accordaient pas de chance. Il a travaillé pour donner à la République un cadre institutionnel qu'il fallait. C'est sous son règne qu'on a eu la Constitution de la République. On a eu cette loi qui réglemente la vie politique, donc la loi portant statut de l'opposition politique. C'est sous son règne qu'on connaît maintenant, que la République connaît les cycles réguliers des tenues des élections et que le peuple peut même exiger des élections. Vous avez rappelé combien le peuple crie aujourd'hui du respect du mandat présidentiel. Mais quand Félix Tshisekedi arrive et trouve le travail battu par ses prédécesseurs, aujourd'hui, lui, en tant que PR05, devrait continuer sur la lancée. Pour y ajouter aussi sa part. Y ajouter sa part. Et sa part, je pense qu'il aurait dû s'inspirer de Mouzé, qui a compris qu'après tous les cycles qu'avait connus la République, il fallait maintenant s'atteler sur vaincre la pauvreté. Le social. Le social. Et cela a été sa vision du départ. À quel moment elle a changé? On ne sait pas. Mais puisqu'elle a changé, permettez aussi aux citoyens qui pensent autre chose de changer aussi leur façon d'intervenir dans son action. Nous sommes en direct, maître. Nous sommes suivis partout dans le monde, y compris chez nous ici. Il y a M. Narcisse Kankou qui est à Lubumbashi. D'abord, il dit félicitations pour votre courage, mais le peuple congolais vous suit en direct, vous pose cette question. Lui aussi, vous la pose. Est-ce que votre problème, c'est Vidier Chimanga ou c'est l'Union sacrée? Ah, mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon président, Vidier Chimanga. Je n'en aurais pas. Je n'en aurais vraiment pas. Nous avons, en tant que citoyens, de par notre responsabilité de citoyen, nous avons quelque chose à donner pour la République. J'étais dans un parti politique. Je pense que mon combat d'aujourd'hui, il serait beaucoup plus aisé dans une structure apolitique que dans une structure politique. C'était possible de les faire aussi dans les partis politiques. J'aimerais qu'on me prépare le tweet du président Chimanga, si possible, vous concernant, qui a été tweeté hier d'ailleurs. Oui. On va le lire ensemble. Oui, continuez. Oui, c'est pour dire que nous contribuons chacun, en ce qui lui concerne, pour un Congo qui gagne. C'est pour un Congo qui gagne. On aurait dû mener ce combat dans un parti politique. Mais vous savez que ce n'est toujours pas aisé de donner un point de vue contraire dans les partis politiques. Il y a l'intolérance de votre point de vue? Dans notre parti, non. Mais c'est un parti qui appartient à la famille politique du président de la République. Le parti de Vidier Chimanga? Oui. Et donc ça vous empêchait de vous mouvoir un peu avec autant de liberté comme vous faites aujourd'hui? Ça n'empêchait pas, mais ça aurait pu empêcher. L'homme prudent va les mal venir. Il ne se laisse pas surprendre par le mal. Il ne faudrait pas que l'on soit considéré comme des gens qui viennent avec l'idée du défi. Non. Nous venons avec une offre nouvelle. Celle de ramener les regards des gens à ceux qui, pour une raison ou une autre, n'attirent plus l'attention.
Alors, il y a une deuxième question de M. Germain Banichaï, qui est doctorant à l'Université de Tunis, en Tunisie, qui dit « Maître Odia, pouvez-vous nous donner 2 faits qui démontrent la question de la pensée unique aujourd'hui ?» Oui, l'union sacrée, elle n'a pas de forme. L'union sacrée n'a pas de forme. Elle n'a pas de forme. Elle n'a pas d'acte précis. Il n'y a pas d'acte juridique. Un acte juridique auquel les gens adhèrent. La question a été posée au président de la République, je pense, par un confrère à l'extérieur du pays. Je ne me souviens plus exactement c'était lequel. Il demande au peuple de lui laisser travailler et qu'à la fin, on comprendra que sa démarche avait été la bonne. Quel est ce secret auquel le peuple ne peut pas accéder? C'est ça la pensée unique. Parce que ce n'est que lorsqu'on la dévoile que les gens peuvent la critiquer, donc, votre peuvent problème, c'est qu'il l'analyser. faut définir les contours de Mais le l'union Congo sacrée. n'appartient pas à un seul individu. C'est ça qu'on doit comprendre. Chaque citoyen congolais, même celui qui vend les cacahuètes ou les cache-nez dans la rue, il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Et vous revendiquez ce bon. Oui, nous revendiquons la place du peuple dans l'action du gouvernement et dans l'action du président de la République. Maintenant, vous n'avez même presque plus de l'actualité. Le média, les médias ne savent pas critiquer l'action telle qu'elle se mène. Si vous connaissez cette difficulté, mais imaginez la difficulté du peuple, tout ce que nous demandons au président de la République, c'est de procéder de la même manière qu'il l'avait fait au début, lorsqu'il s'annonçait pour les élections. Il avait clarifié sa vision, à dire qu'elle reposerait sur le combat contre la pauvreté, qu'il procéderait par la lutte contre la corruption et travailler sur la revanche du sol sous les sous-sols. Pour poser cette question beaucoup plus directement, vous avez participé, vous avez défendu, M. Jamal, par exemple, dans cette lutte contre la corruption. C'est une dynamique qui est enclenchée. Il y a des gens qui sont en prison. On arrête les ADG aujourd'hui aussi facilement. Il y a des ministres qui ont peur. Et donc, cette lutte contre la corruption, elle est effective avec Félix Tshisekedi. Mais de tous ces DG qui sont en prison, de tous les DG qui sont en prison, vous savez combien qui y sont encore? Oui, c'est vrai qu'on a libéré quelques-uns. On a libéré pratiquement tous. Il ne reste que, je pense, celui de RVA et mon client, par exemple, Samé Jamal, même si je ne viens pas ici en tant que son client, mais c'est un fait que je rappelle. Bon, pour vous, cette lutte ne se justifie pas. C'est que fait l'IGF, par exemple. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la grange sociale qui s'interroge. C'est plusieurs fois interrogé comment les DG qui étaient arrêtés dans l'affaire de aussi, le deuxième procès 100 jours, ont été libérés. Mais le ministre de la Justice n'a jamais réagi pour éclairer l'opinion quant à la libération de ces DG. Ça veut dire qu'il se pose un peu de problème. Même les journalistes se sont revenus sur ça, parce que c'est ça, le fait même de la pensée unique, l'effet de penser que le peuple n'a pas droit à l'information. C'est-à-dire une prérogative constitutionnelle. Et puis on les libère, après on ne donne pas l'information. On ne donne pas l'information. C'est une prérogative constitutionnelle. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Maître Odia, Alerte Odia, est jalouse? Elle est... peut-être qu'elle a fait des propositions pour faire partie du gouvernement et que ça n'a pas été accepté. Peut-être en étant du parti de Vidi Chimanga et que c'est Vidi Chimanga qui est derrière elle. Voilà. Vous êtes en train de torpiller l'Union sacrée parce que vous n'avez pas retrouvé votre compte. Ah non, ce n'est pas du tout ça. On répond plutôt à une autre demande, celle de renouvellement de la classe politique. Renouveler la classe politique. Oui, le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas le fait que le jeune doive prendre la place du vieux. Dans notre discours, nous sommes revenus sur le fait que nous allons aussi travailler pour lutter contre les conflits de génération. En politique, il y a la place pour tout le monde. Vous n'allez pas demander aux anciens, aux aînés, encore que la République a besoin de leur expertise, de leur expérience, de leur sagesse pour fonctionner convenablement, d'abandonner le combat et d'essayer. Mais Étienne Tshisekedi Wamulumba, il est mort en étant dans le combat. Dans le combat. 80 ans. Alors, si à lui, on n'a pas demandé de se reposer, pourquoi on devrait demander aux autres? Qui ont même 60 ans, 70 ans, même moins que ça d'ailleurs. Moins que ça.
Mais le renouvellement de la classe politique, c'est faire les choses autrement. Si on a reproché aux autres de ne pas respecter le texte, nous devons aujourd'hui créer une classe politique qui se fie au respect des textes. Mais si les gens vous posent la question directement, allez, je l'ai dit tout go, les gens de l'UDPS vont dire, mais Maître Aoudia parle, mais quel texte a été violé? Mais elle cite 2 textes qui ont été violés. Le premier, c'est l'article 78 de la Constitution. Qui dit quoi? Qui dit que la majorité, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire, je venais de le dire ici, c'est soit un parti politique ou un regroupement politique qui a plus de 250 députés, c'est soit les déclarations faites par des partis politiques ou regroupements politiques. Mais qu'est-ce que nous avons vécu aujourd'hui? Nous avons vécu que nous avons un premier ministre qui nous vient d'un parti qui n'a que 2 députés. 2 députés. Donc le poids politique ne compte plus. Le poids politique n'a pas compté et ne compte plus. Ça viole la Constitution. Parce que même au sein des... Déjà que je vous dis que la majorité parlementaire n'existe pas. Le fait de considérer que la majorité parlementaire existe, alors que réellement on sait et consciemment qu'elle n'existe pas, c'est violer la Constitution. Et lorsqu'on a violé une fois la Constitution, on prend le goût de la violer. On s'en va à une autre violation. On prend le goût de violer la Constitution. On prend le goût de violer la Constitution. C'est ce qui a même amené une personne que j'ai rencontrée dans la rue de dire que finalement la Constitution de la République, elle sera mise dans un musée et qu'on dira à l'époque, elle existait, mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais c'est grave ce que vous dites. C'est possible. Mais comment la Constitution est visée alors que chaque décision qu'on prend, on dit vu la Constitution, vu la Constitution, vu la Constitution. Je ne fais que relayer ce que dit l'homme de la rue. C'est ce que dit l'homme de la rue. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, mais surtout les gouvernants, ils ont la responsabilité de convaincre ce peuple du contraire. Et ce peuple vous rappelle mais est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler contre l'Union sacrée pour pousser le peuple à ne pas voter pour Tshisekedi en 2023? Ah non, on n'est pas encore à la question des élections de 2023. Le président de la République, Félix Tshisekedi, il a encore 2 ans, il a encore 3 ans pour prouver son attachement à la République et à ses lois et à ses textes. Mais vous commencez à préparer les terrains déjà. Non, mais c'est une alerte. C'est une alerte pour amener le gouvernement à leur mission première qu'ils auraient dû ne jamais oublier. Alors, j'avais demandé, parce qu'on a posé tout à l'heure la question concernant votre ancien président, Vidi Tshimanga. Voici les tweets qu'il a publiés hier. Arlette Odia a quitté la DCU, guidé par ses convictions et sa détermination. Je m'insurge en faux contre les injures et autres mots déplacés que je lis à son encontre. Je garde d'elle les souvenirs d'une grande intelligente, indépendante et de caractère. Vidi Tshimanga. Bon, ça dépasse tout commentaire. Hein? Oui, ça n'appelle aucun commentaire de ma part. Donc tout ce que je peux dire, c'est de le remercier. Donc vous êtes quelqu'un d'intelligent, indépendant et surtout une femme de caractère. C'est tout ce que... Bon, c'est ce que lui dit. Moi, j'ai dit merci. Il me connaît quand même plus que beaucoup de gens. Et il garde plutôt une image très bonne de vous. Hein? Oui. Et vous défend d'ailleurs. Je le défends aussi. Je le défends. En étant dans un parti politique, je sais qu'il va donner ce qu'il faut pour ramener le pays et les institutions sur les rails. Et moi aussi, en tant que tel, dans la société civile, je vais travailler. Pourquoi les gens vous insultent avec des mots parfois durs depuis que vous exprimez comme ça? Pourquoi? C'est tout simplement de l'intolérance. Et c'est possible, et ça arrive très souvent dans la démocratie où la Constitution, elle réglemente la liberté d'expression. Et chacun voudrait que ce soit lui qui soit libre de parler et pas l'autre. Soit que quand on parle, on doit tous dire la même chose. Mais en démocratie, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Il faut être à l'écoute du son de cloche contraire. Et pour celui-là qui décide de donner ce son de cloche contraire, il doit être armé de courage, de détermination et d'engagement pour savoir que ne pas écouter n'est pas une raison pour arrêter de parler. Et nous continuons à les faire. Et le Congo, c'est un patrimoine qui nous est commun.
et dans la démarche vers le souci d'en faire un de grands pays de ce monde, nous devons chacun donner sa part, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dites-moi, maître Odia, qu'est-ce qui va devenir ces collectifs pour le développement et l'unité du Congo? Qui est derrière vous? Qui vous finance? Quelle est la main qui vous donne ce courage que beaucoup n'ont pas? Je pense que si on doit toujours attendre des financements avant de mettre en place une idée, on ne fera jamais quelque chose dans la vie. Même n'est pas qu'il ne s'agisse pas de la carrière politique. Il faut toujours, quand nous avons une ambition, quand nous pensons donner quelque chose à la République, ne pas se laisser embrouiller par des contraintes. Il faut commencer par tracer le chemin. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler une chanson savante des Mamou National, hein, oui, celle de dire, oui, celle de dire, je ne sais pas si je peux les répéter en Chiluba, mais c'est quand même important. Oui, dites-le. Kuchini mukuna kule, kumutukwa mukuna kikudinjile. Autrement dit en français, il faut commencer par... Il ne faut pas avoir peur de la montagne. De la montagne. Parce qu'elle est haute. Parce qu'elle est haute, mais oui. il faut d'abord la gravir, parce qu'au-dessus, c'est là qu'il y aura de chemin. Il faut être déterminé lorsqu'on croit apporter quelque chose pour la République. Et moi, mes camarades, nous sommes déterminés, nous pensons apporter quelque chose dans ce sens. Alors, parce que nous sommes suivis à Kananga aussi, hein, parce qu'il y a M. Arsène Kitambala à Kananga, qui nous suit en direct, il dit, est-ce que Mme Odia a quitté l'Union sacrée parce qu'elle n'a pas retrouvé, s'est pas retrouvée dans le partage des postes en ce moment avec le Premier ministre Lukonde? Je vous ai brossé mon parcours. Je n'ai jamais été chômeur jusqu'à maintenant. C'est vrai, vous avez votre cabinet. Oui, j'ai un cabinet d'avocats. Vous avez des affaires plutôt qui fonctionnent. Hein? Je ne peux même pas parler revenir sur le fait que je suis avocat ou non, parce que le Congo tout entier m'a vu dans des procès de 100 jours. Encore que je dois mentionner que dans ce procès, je n'ai été consultée que 48 heures avant. Et beaucoup de gens vous ont félicité. Je n'ai été consultée que 48 heures avant et je me suis présentée pour plaider. C'est pour dire que ce n'est pas le fait d'être à la recherche du lucre. Il est quand même vrai que la population congolaise, elle souffre. Même ceux qui travaillent. Y compris à Kananga, ici, on oui, suit. Même ceux qui travaillent. Parce que soit on n'a pas un emploi, soit quand on l'a, il n'est pas bien rémunéré, soit quand il est bien rémunéré, on doit le partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est tout à fait possible que les gens pensent que c'est la course vers des postes qui nous amènent dans ce combat. Mais je peux rassurer que la vie que je mène, elle me permet déjà, ma carrière d'avocat me permet déjà de répondre. Mais le fait que vous fassiez ces points de presse, vous savez que vous êtes au devant de la scène aujourd'hui, tout le monde vous suit, tout le monde est en train de dire mais cette femme c'est qui, etc. Vous faites cette conférence le jour de la clôture des consultations par le Premier ministre. Ce n'est pas une façon de faire remarquer? Oui, il fallait absolument se faire remarquer pour que les conclusions de ces consultations reviennent à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui a été l'essentiel. Que l'on revienne à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui a été l'essentiel de ma déclaration ce matin sur Radio Okapi. Le souci est celui-là. Le souci est celui de voir le président de la République et le Premier ministre, cette fois-ci, se conformer à la Constitution. Parce que la manière dont on voit les choses... Parce que l'Union sacrée est déjà là. Oui, cette question-là, elle est vraiment importante. Je suis en train d'en venir. Oui. La manière dont les consultations ont été menées, déjà, ça ne respecte pas trop les champs de la Constitution. Parce que la composition du gouvernement, c'est une affaire essentiellement parlementaire. L'émanation de l'Assemblée nationale. C'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Le fait de consulter tout le monde, les artistes, les couturiers. Ils ont chacun sa place. Ils ont chacun sa place mais c'est pas dans la place la vie au de la gouvernement. nation. Mais ce n'est pas, peut-être aussi au gouvernement, mais pas aux consultations. Ces consultations-là on ne consulte pas les forces vives pour le gouvernement. Mais non. Mais non. La Constitution de la République réglemente la liberté d'association. Et on s'associe soit pour conquérir le pouvoir, là c'est un parti politique, on s'associe soit pour faire pression de sorte à amener le gouvernement à bien conduire l'action
à mener à bien leurs actions. Mais lorsque déjà des acteurs de la société civile se font court derrière le poste, ou se font consulter par le Premier ministre avec des promesses en vue d'obtenir des postes, c'est aussi une entorse. Nous avons tous la responsabilité de respecter les textes. Ce n'est pas seulement le président de la République. Il y a M. Martin. Alors, pour chuter, s'il vous plaît, j'aurais été derrière les postes. Je ne serais pas partie dans la société civile, mais j'aurais continué de militer au sein du parti politique. Bah justement, vous avez M. Martin Cassini à l'UNIKIN, à l'Université de Kinshasa, qui dit, est-ce que Mme Odia, qui n'a pas de poids politique nécessaire par rapport au nombre important de députés et sénateurs, qu'est-ce que son point de vue va peser dans tout ce qu'elle est en train de dire? Je venais de le dire, ne pas être écouté n'est pas une raison suffisante pour se taire. Il n'est pas question de poids politique. Quand vous parlez de poids politique, c'est déjà m'attribuer le fait que je courais derrière un positionnement politique. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif est celui d'éclairer les débats publics. Notre objectif est celui d'éveiller la conscience collective. Notre objectif est celui de lutter contre les conflits des générations dans notre société parce qu'il tend à instabiliser la vie politique. Notre objectif est aussi celui de contribuer à la bonne gouvernance, au leadership féminin, mais aussi à la jeunesse. Il y a professeur Bernard Boula, à Libreville, au Gabon, qui vous pose cette question. Quelle est votre approche, dans l'approche de Mme Modia, par rapport à la mise en place du nouveau gouvernement? Voilà. Quelle est votre approche? Cette question-là, j'aimerais vraiment que celui qui nous a posé la question il nous suit de Libreville, au Gabon. Nous suive attentivement. C'est un professeur d'université. Quelle doit être la forme du nouveau gouvernement? On doit partir sur les formats de l'article 78 de la Constitution, comme j'ai dit. L'article 78, 78. Voilà, 78 de la Constitution, qui dit que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Et dans cette majorité parlementaire, puisqu'elle n'existe pas, elle n'a pas existé, elle n'existe pas à ce jour. Non, le FCC c'est fini, la majorité FCC c'est fini, il y a une nouvelle majorité maintenant. Il y a une nouvelle donne politique qui a fait qu'il y a eu un informateur, et cet informateur a pu identifier une nouvelle coalition, et donc le gouvernement doit émaner de cette coalition. Et maintenant, le problème se situe à quel niveau? Au niveau où on veut, par exemple, faire du PPRD ou une du FCC, oui. ou du FCC une opposition de fait. Oui. Alors que ceci, donc le PPRD en tant que parti politique et le FCC en tant que regroupement, a au début de la mandature fait sa déclaration à la majorité. C'est ça qui vous dérange? Je vais expliquer pourquoi ça dérange. Parce que ça va poser problème dans la vie de la nation. Ça va faire que le FCC ou le PPRD sera en position hybride, en situation hybride. Une partie à l'Union sacrée, une partie dans l'opposition. Oui, on peut penser que ça n'aura pas de l'incidence, mais ça ne va pas permettre aux institutions de fonctionner correctement. Même le fait que Fayoulou soit aujourd'hui dans la résistance, le président de la République a la responsabilité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. C'est l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition politique. Le président de la République a la responsabilité de veiller à ce que toutes les institutions fonctionnent correctement, normalement, y compris l'opposition politique. C'est ce que Joseph Kabila faisait. Lorsque il était question de se mettre ensemble avec l'opposition, il a convoqué des alliances, il a convoqué des accords, des concertations. Absolument. Il a convoqué des concertations dans le sens de définir ensemble, toute la classe politique confondue, comment, à partir de maintenant, nous allons gérer la République. Et c'est de cette manière que nous conseillons au président de la République à mettre en place un mécanisme, même s'il ne mettrait pas, il ne créerait pas l'unanimité, mais qu'on ait l'impression que les choses fonctionnent normalement. Donc, on ne peut pas pour prétendre... vous, l'Union sacrée ne fonctionne pas normalement? Non seulement qu'il ne fonctionne pas normalement, mais surtout s'il ne respecte pas les fondamentaux, les textes,
il fonctionnera encore difficilement dans les jours à venir. Et c'est le peuple qui va en Et pâtir. vous pensez que le gouvernement de Sama Lukonde aura des difficultés à se mettre en place dans cette configuration? Dans cette configuration, il aura des difficultés. Les premières difficultés, ce sont celles des partis politiques qui se reconnaissent avoir autant d'élus dans l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas su avoir ce poste, alors qu'un parti qui n'a que 2 députés a eu le poste. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits qu'on ne peut pas occulter. Aujourd'hui, la classe politique, lorsque vous lisez le schéma tel qu'il se présente, c'est comme si on s'apprête à ne pas tout manquer, à ne pas tout rater, que l'on prenne d'abord ce qu'il y a. Et puis on reviendra sur les nécessaires et sur les fondamentaux. Terminons cette émission, je vois que vous êtes tellement sollicité, il y a énormément de questions que je reçois là en direct pour vous. Vous êtes très sollicité par beaucoup de médias en ce moment, les Congolais qui sont à l'étranger vous suivent, beaucoup vous invectivent, c'est tout à fait normal, vous êtes la star du moment. Dernière question, est-ce que vous avez peur, Madame Modia, des conséquences de votre courage que vous avez pris aujourd'hui? Pas du tout. Aucune peur. Parce que je suis revenue sur le fait que mon modèle était Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. La culture des textes. Qui disait que nous avons travaillé pour amener le peuple à maîtriser la peur. À partir du moment où vous avez maîtrisé la peur, vous réfléchissez correctement. Mais si on vous propose le poste ministériel là tout de suite, vous allez vous calmer? Ou un peu d'argent? Le problème n'est pas celui d'avoir les postes ministériels. Tout celui qui a un combat loyal qu'il mène, il ne voudrait pas seulement avoir le poste ministériel, mais aussi se mettre dans des conditions de bien gérer pour pouvoir donner un bilan positif à la fin de la gestion. Pensez-vous que ceux qui auront les pouvoirs dans ces conditions, ceux-là qui seront au gouvernement, alors que les fondamentaux n'auront pas été respectés, mais ils ne seront là que pour l'argent, pour les salaires et pour les avantages liés à la fonction, mais ils seront en difficulté de pouvoir... Les passés récents de notre pays, les 2 premières années de la mandature du président Félix Tshisekedi, pourquoi il a dit que ça n'a pas marché? C'est parce que les conditions n'étaient pas favorables à un succès pour ce gouvernement. Mais aujourd'hui, la situation, elle a quand même changé. Hier, c'était que pour ceux du président de la République, on ne respectait pas son autorité. Pour ceux du président honoraire, on ne respectait pas les textes. Et vous êtes revenu là-dessus. Ou alors l'accord. Dernière question, ce n'est pas le FCC qui est derrière vous pour essayer de torpiller l'Union sacrée. Non plus. Derrière nous, il n'y a que le peuple. Derrière nous, il n'y a que nos convictions. Il n'y a que nos convictions. Nous pensons que nous pouvons donner quelque chose à la République pour qu'elle se remette sur les rails. Et je peux dire en conclusion que les consultations du président de la République, à ne pas vouloir mâcher les mots, auront été un échec. Ah oui? Oui. Les consultations? Les consultations du président de la République. Et je ne voudrais pas que les consultations du Premier ministre aboutissent aussi à un échec. Aboutissent aussi à un échec. Ce souci de voir notre pays redoré de sa plus belle robe, ce souci de voir la RDC dans sa diversité culturelle, avec ses richesses, avec tout ce qu'elle regorge, comme même ressources humaines, qu'elle reprenne la place d'un grand. Vous avez vu lors de la prise de fonction du président de la République, il y avait l'engouement, oui, qui n'avait pas été accompagné par d'autres chefs d'État africains. Oui, on oui, peut à dire Addis que Abeba, c'était, oui, on peut absolument. dire que c'était, on peut dire que c'était On a dit que c'était lié. un sabotage. Non, bon, certains ont dit que c'était lié au fait qu'on devrait combattre la campagne contre La Covid, pandémie. contre la pandémie. Mais l'impression que ça donne. On doit aussi penser à l'impression, à la communication, le message passé. Donné par les chefs d'État. Le message donné par les chefs d'État d'autres pays. Alors nous voulons voir un autre Congo. Nous voulons voir un Congo regardé, duquel nous serons tous fiers. Et votre collectif a quel agenda maintenant? Vous avez quoi comme programme, très rapidement? Maintenant que vous avez jeté le pavé dans la mare, tout le monde va vous suivre de près maintenant.
Oui, le schéma du collectif, il était d'abord le lancement officiel, c'est ce qui a été fait. Après le lancement, nous allons suffisamment communiquer pour que l'opinion publique sache réellement de quoi il s'agit. Après, nous allons lancer une série de formations. De formation. Formation de nos communicateurs et même de nos militants que nous avons aujourd'hui et ceux qui vont nous rejoindre. Nous allons puiser de l'expérience de tous ceux qui ont pu gérer à un certain niveau dans ces républiques et qui ont quelque chose à donner aux générations futures. Parce que parmi nos militants, c'est vrai qu'il y a même des personnes âgées, mais pour n'avoir pas été dans la politique les jours avant, ils ont besoin d'être aussi mis à niveau, d'être sensibilisés sur ce qu'on doit entendre de la politique, afin que dans les jours à venir, qu'ils ne soient pas perméables à la transhumance, ainsi de suite. Ça risque de vous affaiblir. En tout cas, merci beaucoup, Maître Odia, de votre courage, de cette prestation qu'on va beaucoup rediffuser à travers nos antennes. Nous allons vous suivre de très près. Et puis, ceux qui nous suivent à travers le monde, ainsi va le Congo, avec des femmes et des hommes qui s'expriment en toute liberté. La démocratie grandit lorsqu'on laisse l'expression libre. À très bientôt.